Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart et de Smart Job en particulier. On parle du coworking. Alors Dieu sait si on en a beaucoup parlé pendant cette période Covid et ça a explosé pour s'institutionnaliser. On en parle avec nos invités. Des coworking plutôt centrés à Paris et en Île-de-France, un peu moins dans les autres, dans les régions, notamment en zone rurale et un tout petit peu dans les grandes villes françaises. Qu'est-ce que cela veut dire de notre rapport au travail, ces coworking? On en parle avec mes invités. Rosine Verdier, merci d'être avec nous. Vous êtes coach en orientation scolaire et professionnelle chez OneAssence. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Et vous êtes une utilisatrice de coworking. Alors vous allez chez Ebos. En partie, oui. Parce qu'il y a plein de marques, hein, on y sera peut-être, mais il y a plein de leaders du marché qui évidemment se battent parce que c'est un vrai business, évidemment. Pierre-Marie Decaux est à vos côtés, Managing Director. Alors vous êtes directeur SIA Partner. Exactement. Ça vous agace ce titre en anglais et vous êtes un spécialiste de ces questions de coworking et de cette relation au travail parce que ça modifie évidemment la manière dont on travaille. Et puis Vincent Binetruy, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur France Top Employers Institute, qui est un organisme international indépendant, pour le situer, qui évalue les stratégies et les pratiques RH. Et vous y mettez une note, une évaluation, c'est ça? Tout à fait. Un peu le TripAdvisor du RH. Exactement, c'est un audit, effectivement, des pratiques. Rosine, on va parler de ce que vous faites, de l'accompagnement que vous menez, de votre métier, mais vous êtes là aussi pour nous dire, en tant qu'usager des coworking, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que j'imagine qu'il y a 10 ans, en tout cas moi il y a 10 ans, je ne connaissais pas le mot coworking, c'est un mot assez récent dans notre vocabulaire. Qu'est-ce que vous y trouvez et quel est l'intérêt que vous y trouvez à utiliser des coworking? Alors moi, en fait, ça m'a permis de démarrer mon activité, puisque j'ai créé mon activité en plein Covid, en fait, en 2020. On y revient. Et en fait, travailler à la maison, seul, isolé, voilà, compliqué comme pour beaucoup. Et j'y ai trouvé, en fait... en tout cas une impulsion, parce que quand on est toute seule en face de son petit papier, son ordi, en train de faire accoucher les idées, et en fait je me suis dit allez, je sors de là. Parce qu'on voit du monde quand même. Voilà, donc en fait moi vraiment la formule coworking m'a beaucoup aidé en tout cas à démarrer mon activité. Ouais, puis à vous donner la force aussi. À me donner l'impulsion. Et puis on change de lieu, l'air de rien. Tout à fait. Ouais, ça c'est important. Voilà, après moi ça me correspond parce que j'ai la bougeotte et j'aime bien bouger, rencontrer les gens, et on a aussi cette possibilité bien sûr d'être seul ou isolé, donc seul isolé c'est pareil, mais en tout cas d'être aussi en collectif. Puis on va se prendre un petit café au rez-de-chaussée et on rencontre des gens, tiens tu fais quoi, et ça crée un écosystème. Pierre-Marie Decaux, vous observez ce sujet d'assez près chez SIA Partners. Le sujet est ancré, il s'est institutionnalisé, on est d'accord, on ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus en arrière, et vous disiez tout à l'heure, le mot coworking est un mot relativement nouveau. Oui, mais en fait le mot ancien c'était les centres d'affaires. Exact. Ça a toujours voilà, ça a toujours été là. C'est vrai. Donc le coworking c'est un mot finalement plus marketé. Ça fait classe. Ça fait plus classe, et effectivement on ne reviendra plus en arrière parce que le marché a évolué et qu'il y a des fondamentaux qui sont bien là. Les évolutions du mode de travail c'est là et c'est permanent. Il y a quand même la révolution énergétique qui est passée par là, et c'est quand même un moyen pour les entreprises de réduire leurs charges et d'avoir davantage d'agilité sur la manière d'opérer leur immobilier. Et puis la question RSE, pas uniquement sous l'angle de la consommation énergétique, mais aussi sous l'angle du label, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vers des entreprises du coworking pour aussi se formaliser à un label de certification. Grâce à cela. Exactement, et vient chercher finalement chez l'acteur du coworking un tiers de confiance qui lui permet d'être effectivement en adéquation avec sa RSE, sa politique RSE. Vincent Binetruy, on parlera ensuite des chiffres, d'évolution, on peut le voir tout de suite. C'est 3420 espaces de coworking recensés en France en 2022 contre 1700 en 2019. Et je rajouterais qu'il y a en plus de ça vient se greffer les fameux tiers-lieux, qui sont aussi des espaces de coworking, mais qui ne sont pas forcément gérés par des grandes marques, souvent anglo-saxonnes, mais qui sont gérés par des municipalités, des métropoles, qui sont aussi des lieux de coworking. Vous, l'évolution de vous qui observez les tendances et les practices, c'est rentré dans les mœurs. Toutes les entreprises aujourd'hui disent, après tout, si tu as besoin, tiens, va bosser en coworking. Exactement. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, un des besoins fondamentaux des collaborateurs, c'est qu'on prenne en compte leurs besoins individuels.
Et pour prendre en compte leurs besoins individuels, les entreprises leur mettent à disposition un certain nombre de moyens. Et dans les moyens, il y a des budgets individuels pour un certain nombre d'activités. C'est le cas, par exemple, pour la formation. Ils ont des budgets individuels pour se former. Mais ça peut être le cas également pour travailler. Et donc, le fait, à un moment donné, qu'une entreprise accepte de prendre en charge un budget pour que le collaborateur puisse avoir le choix, venir au bureau ou travailler en coworking. C'est une demande du salarié ou c'est l'entreprise qui dit, d'une manière très généralisée, voilà, vous avez possibilité, est-ce que ça rentre même dans le dialogue social? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être, en effet, à la fois prendre en compte les besoins individuels et, d'autre part, le fait qu'il y ait une stratégie derrière tout cela. Et on le voit bien parce que de plus en plus de DRH de grands groupes ont dans leur giron de responsabilité à la fois souvent la RSE, mais également la gestion immobilière. Et oui, les deux sont liés. Et les deux sont forcément liés dans l'organisation du travail. Pierre-Marie. Ça, c'est vrai, effectivement. On voit effectivement la fonction services généraux ou immobilier qui est de plus en plus embarquée par la fonction RH, parce qu'effectivement, les connexions sont assez automatiques. Il y a des gains à faire aussi, Il y j'imagine. a des gains à faire. Oui. Et puis, la demande, elle est individuelle, mais elle est collective. Si on prend le marché parisien, aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui consiste à revenir dans Paris intramuros. C'est vrai. Il y a beaucoup de grands groupes qui étaient installés dans la couronne ou la proche banlieue, qui ont un actif immobilier qui est peu accessible, peu attractif, qui est loin, et donc ils cherchent à revenir dans Paris intramuros par l'opération effectivement du marché du coworking. Ils ne veulent pas acheter ou faire du bail, et donc vont poser toutes leurs boîtes dans le coworking. Ils vont poser leurs boîtes dans le coworking parce qu'effectivement, par le biais des services, par le biais de cette communauté que ça fait vivre et que ça embarque au quotidien, on a un levier d'attractivité et de rétention des collaborateurs. Vous, en tant qu'utilisatrice, même par rapport à vos clients, parce que votre entreprise, elle vit, elle se développe, enfin, pareil, vous imaginez pas vous louer un pas de porte, pour le dire un peu simplement, avec quelques bureaux, la petite machine à café. Vous dites, après tout, moi, ce modèle-là, il me va bien. Vous accueillez vos clients dans vos... Dans l'espace de coworking, avec un système de... soit on peut louer au mois, à l'heure. Vous faites comment? Flexible. À l'année, au mois? Enfin, vous dites... Moi, j'ai testé plusieurs formules, mais finalement, le coworking, c'est bien. Donc, je loue plutôt, on va dire, au besoin. Au besoin. Pour le moment. Donc vous appelez votre prestataire. C'est ça. Bonjour, 14h, 18h. Je réserve à peu près, j'ai quand même mes rendez-vous qui sont fixés en amont, donc je réserve à peu près, je ne sais pas, mes rendez-vous sur un mois, par exemple. Mais juste parce que c'est assez intéressant, on voit bien le côté pratique, mais financièrement, parce que c'est vrai qu'il y a des tarifs qui varient quand on regarde un petit peu les offres, les opérateurs, Wujo, Regus et quelques autres marques. Vous vous y retrouvez financièrement? C'est pas le plus intéressant de réserver à la demande, mais en même temps, quand on démarre, moi je suis une jeune entreprise, donc c'est ce qui me convient aujourd'hui parce que j'ai pas une visibilité sur mon agenda et pas pour le moment très très booké pour que je puisse me permettre d'avoir un bureau à l'année ou au mois. Et Beauce, c'est un choix lié à la géographie de votre lieu de vie, j'imagine. Que si vous aviez un Vojo à côté, vous auriez pris Vojo. C'est à 10 minutes de chez moi. C'est ça l'avantage. Ouais, Pierre-Marie. Il faut bien comprendre que le marché du coworking, c'est un marché de l'hospitalité. C'est ça. C'est le même marché finalement qu'un groupe hôtelier. C'est exactement ça. C'est un marché où je gère du taux de remplissage et j'ai une adresse. Et ce qui compte en fait dans le marché du coworking, c'est l'adresse. C'est l'adresse qui prime. Et donc effectivement, je suis proche des centres de décision économique, je suis proche d'une gare, je suis proche d'un hub de transport. À partir du moment où on maîtrise l'adresse, effectivement, certes, il y a une offre relativement large, mais les clients viennent à nous. Et aujourd'hui, dans Paris Intramuros, il y a eu une telle saturation du marché, il y a eu une telle prise à bail, il y a eu 60 prises à bail en 2022 sur le marché du coworking, c'est énorme. On a doublé de taille, le marché du coworking, ça a doublé de taille entre 2019 et 2023. Les bureaux où il est marqué alloué estate sont repris par des grosses compagnies coworking, c'est bien cela. Exactement, et les foncières immobilières ont beaucoup investi post-Covid dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ils ont eu un effet opportuniste parce que les bureaux se sont vidés. C'est bon pour Paris, l'air de rien. Exactement, les bureaux se sont vidés, donc ils ont pu rénover les actifs immobiliers. Et aujourd'hui, on a un parc tertiaire à Paris qui est hyper performant sur le plan de la consommation énergétique. Et donc, on est en capacité de venir greffer une offre tarifaire qui est très compétitive pour les clients. Vincent Minetruy, juste ce chiffre, occupation des espaces de coworking, excellent, vous nous le dites, 91%, ça veut dire que c'est comme de l'hôtellerie, les salariés plébiscitent cet espace. Oui. Il y a un double effet, il y a un effet de rétention des collaborateurs, ça vous devez le constater. Moi j'ai même envie de dire, pour la génération Z,
c'est presque comme le télétravail en fait. Hein. Il faut que sur la fiche de poste, télétravail et possibilité de coworker. Enfin, c'est devenu des conditions. On est d'accord. Exactement, d'autant plus que pour cette génération Z, on va même plus loin. J'imagine que vous le voyez également, Pierre-Marie, mais c'est le fait de la tendance du co-living. Le co-living, c'est quoi? C'est finalement de la colocation qui intègre une partie de travail. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tout se mélange. Il y a des espaces effectivement individuels pour loger. Qui est un enjeu. Et on ne parle pas de colocation dans un appartement fermé, etc. On parle aujourd'hui d'entreprise. C'est quoi? C'est un canapé-lit qui est pas loin du bureau, enfin, concrètement? En fait, chacun a sa bulle individuelle avec son espace. Je commence à être vieux. Hein. On y arrive tous, ne vous inquiétez pas, Arnaud. Mais on est vraiment sur des espaces avec des bulles individuelles qui sont un peu comme des chambres d'hôtel. Et avec des espaces de partager pour vivre, pour cuisiner, pour se restaurer, pour les loisirs, avec des salles de cinéma, par exemple, dans ce type d'espace, et des espaces de travail. C'est-à-dire qu'on est en train de mélanger. Vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, ça existe. Ça existe, c'est assez naissant en France, c'est en train véritablement de se développer. Il y a des entreprises qui sont en train d'arriver plutôt, en effet, du monde anglo-saxon, qui sont en train de lancer ça. Mais on est sur du coworking plus, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler en groupe, mais il y a le fait de pouvoir loger sur place. Pierre-Marie, c'est un phénomène incroyable, parce qu'il y a un problème de logement chez les jeunes. Ils veulent bien venir bosser dans Paris-Centre, mais la vérité, c'est qu'ils galèrent à trouver un logement. Ouais. C'est peut-être aussi la solution pour les garder, ces jeunes. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des études qui ont été menées sur Paris Intramuros, sur le co-living. Moi, je sais, c'est qu'un acteur comme Startway, qui est un des acteurs historiques du marché français, a un espace de co-living à Arcachon. On est sur des zones un peu touristiques. Pas mal. Voilà, des zones touristiques où on mixe à la fois du temps perso, de vacances, et finalement, et on veut venir un peu greffer du travail. Et finalement, pourquoi pas venir dans un endroit qui nous permet de mixer les deux dans des zones où, en plus, il y a une forme de tension de l'offre immobilière de tourisme. Donc ça, effectivement, ça commence à émerger. C'est relativement marginal. Les gros acteurs du marché regardent ça de manière très prospective à ce stade. Voilà, on est sur un marché d'ultra niche, hein, le co-living. Mais c'est d'ultra niche, mais ça repose la question de ce rapport vie privée, vie pro, qui a été posé pendant la période Covid, parce que tout d'un coup, on se mettait à bosser de chez soi, allongé sur son canapé-lit, et que en fait, tout se mélangeait, et qui pose plein de questions, même en termes de code du travail. Enfin, tout ça n'est pas totalement neutre. Ça vous tente ou pas? Parce qu'il y a quand même l'idée dans ce que vous nous racontez, c'est de garder un lieu de vie perso. Non, ça ne vous tente pas? Non. On est d'accord? C'est bien quand on a Mais c'est une bonne alternative. 25 ans, quoi. C'est ça, exactement. C'est une bonne alternative pour les jeunes. Alors moi qui accompagne les jeunes, justement, oui, je me dis que c'est une bonne alternative. Vous l'accompagnez, la génération Z? Bien sûr. Vous les accompagnez d'ailleurs à quoi? À trouver leur parcours professionnel? De 13 à 25 ans, et puis des adultes aussi, mais voilà, à trouver leur orientation scolaire déjà d'une part. Réorientation, orientation, enfin voilà. Une sorte de bilan de compétences pour ces jeunes, en fait. Les jeunes, parce que c'est en fait un bilan de compétences que vous faites. Oui. Sur le plan du business, excusez-moi, parce que vous nous dites que les RH commencent aussi à gérer le parc immobilier. Le parc immobilier commence aussi à lorgner côté RH. Il lorgne aussi sur le côté vie privée des salariés en disant, moi j'ai 15% ou 20% qui font 1h30 de route en trajet RER. Toutes ces questions-là sont posées. En termes business pur, l'entreprise y gagne. Là, je parle vraiment en termes économiques. Elle gagne à prestater ses coworking et à transférer une partie de ses effectifs dans des lieux qui ne sont pas à elle. Elle y gagne, oui, parce qu'elle a des taux d'occupation qui chutent. Donc elle réduit ses surfaces. Effectivement, elle réduit sa surface et effectivement, elle réduit sa consommation de fluide et d'énergie. Donc c'est quand même pas neutre aujourd'hui. Et surtout, elle a de la flexibilité et de l'agilité. Le gros problème économique aujourd'hui, c'est le manque de vision à long terme. On est une entreprise, finalement, on ne sait pas ce que sera son marché demain. On ne sait pas si je vais avoir plus 30 ou plus 40 ou moins 20 ou moins 30% d'effectifs. Et donc, avoir cette agilité, cette flexibilité, c'est quand même la première promesse de valeur. C'est ce que dit Rosine d'ailleurs, à son niveau. Elle dit je ne peux pas louer à l'année, parce que globalement, moi je vais louer au coup à coup, parce que si je pouvais louer à l'année, ça veut dire que j'ai une visibilité sur un an, et qu'elle n'a pas. Les entreprises, elles vous disent quoi? Celles que vous auditez, parce qu'il y a une forme d'audit, avec des questions extrêmement précises. Manque de visibilité, on l'entend. Et l'idée aussi de réduire ses coûts en bâti, parce que il y a deux coûts, il y a les salaires et il y a le bâti qui coûte cher à l'entreprise. Aujourd'hui, un DRH, par rapport à ces notions d'occupation, va raisonner en termes de nombre de sièges dans son entreprise, dans ses locaux, par rapport au nombre d'employés. Et aujourd'hui, on a des ratios 0,9, 0,8, 0,7, c'est-à-dire que j'ai un nombre de places qui est, par exemple, 0,8 sièges
pour un employé. Donc ça veut dire que... Donc il est à cheval, quoi. C'est précis, Non, mais ça veut dire- 0,8. Il a une fesse dehors, quoi. Ça veut dire qu'il y a 20% des effectifs qui ne seront pas forcément présents tous les jours. Lié au turnover du télétravail, Exactement. lié aux gens qui sont là, à qui sont pas là. l'hybridation qui va se faire. Parce qu'en fait, on parle de télétravail ou de coworking, mais Oui. dans une même journée, on peut travailler depuis le train, depuis chez soi, Tout à fait. depuis un rendez-vous externe, depuis son bureau et depuis vrai. un espace de Et de coworking. faire sa visio au café. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de tout ça. Et là, on parle des espaces de coworking externalisés, mais vous avez des grands groupes qui, par exemple, ont mis en place des espaces de coworking internes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous libérez 20% de vos sièges, ça veut dire que des employés habituellement rattachés à un autre site peuvent venir pour des raisons pratiques, au lieu d'aller à leur siège à la Défense, je pense Exact. à un groupe du CAC 40 en particulier, venir sur un site auquel ils ne sont pas rattachés habituellement, parce que ce jour-là, ça les arrange, Oui, c'est ça. parce qu'ils ont un rendez-vous pas loin, etc. C'est le coworking intégré Exactement. lorsqu'on a des filiales ou des sites. Exactement. Pierre-Marie. Alors ça, c'est des modèles de gestion qu'on appelle le contract management. C'est effectivement, je suis une entreprise, je me rends compte que j'ai 1 ou 2 étages qui sont libérés parce que les gens viennent pas. Je les rationalise. Je les rationalise, je les donne en gestion à un opérateur de coworking qui va les commercialiser et avec un mode de rémunération qui est pour le propriétaire peut être lié au taux d'occupation. Donc on a aussi une capacité à valoriser financièrement des espaces qui sont libérés et à les donner en gestion avec tout le package de services que ça embarque un opérateur de coworking. Alors là, c'est la partie externe. Moi, je parlais vraiment de coworking interne. Interne. comme disait Et Arnaud. interne aussi. Et interne. Voilà, exactement. Moi, j'avais une question Rosine, sur, vous avez des questions? Oui, juste... Faites la journaliste, Rosine, allez-y, faites-vous plaisir. Non, mais par rapport à quelles sont les limites finalement par rapport pour les salariés sur le télétravail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des limites fixées, est-ce qu'ils peuvent aller où ils veulent, d'où ils veulent, est-ce qu'on peut partir à l'autre bout du monde et être en télétravail? Au prétexte qu'il y a une C'est quoi les filiale limites, à en Kuala fait Lumpur. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a des limites, on va dire, opérationnelles, Oui, liées à oui, l'organisation de ça, l'entreprise, mm. du service, de l'équipe, sûr. etc. Et puis, il y a des limites, après, juridiques, fiscales. En France, Évidemment. je ne connais pas forcément le détail, mais à partir d'un certain nombre de jours passés à l'international, vous êtes fiscalisé dans votre pays d'accueil, donc ça veut dire que ça pose d'autres soucis, Bien sûr. tant vis-à-vis de l'individu que vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il y a Juste ces une limites. question, Rosine, je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous m'autorisez. Vous avez fait des rencontres en termes purement sociologiques, parce que là on parle beaucoup business, d'enjeux financiers importants pour les entreprises, mais moi qui fréquente aussi des lieux de coworking, je trouve intéressant d'y faire des rencontres dans des écosystèmes très différents. Tout à fait. Comment ça s'est vécu, ça? C'est la richesse en fait justement pour moi de ce type de lieu en fait parce que ça nous permet d'ouvrir Bah oui. nos possibilités, de faire des rencontres pour pouvoir faire du partenariat Et éventuellement. même du business, hein. Du business, quand je dis partenariat, c'est business. Et puis, mais dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus, je dirais, conviviale et plus décontractée. Mais en ça fait. casse les codes, le coworking. Ça casse Complètement, les codes de complètement, l'entreprise. On ne se complètement. parle pas pareil. Non, on ne se parle pas pareil. Enfin, là, en fait, entre autres, en plus, moi, je trouve que vraiment, le coworking en banlieue, c'est une révolution. C'est intéressant. C'est génial, c'est intéressant. Parce avez raison. que aller à Paris pour aller sur du coworking, en fait, ça n'a pas de sens pour ceux qui Sauf habitent. quand on habite Paris. Sauf quand Bah, on habite évidemment. Paris, Je suis évidemment. entièrement d'accord. Mais donc, Il faut vraiment, les mettre dans les banlieues. Il faut les mettre dans les banlieues. Un dernier mot conclusif. La pression est forte sur vos épaules. La pression est forte. Non, ce que je veux dire, c'est que la notion de communauté, elle est très forte et que si vous regardez aujourd'hui la promesse de valeur, comment ils marketent leur promesse de valeur, les acteurs du coworking, ils se positionnent comme des réseaux sociaux réels. Exactement. Et des acteurs du bien-être du collaborateur. Et donc, il y a une vraie charge émotionnelle autour de C'est tous ces exactement sujets-là qui est embarquée et qui est marketée. Et ça marche très bien quand on voit aujourd'hui la manière dont le marché s'est développé, notamment à Paris. C'est un sujet, je pense, d'études des sociologues ou même des anthropologues. On n'a pas les mêmes codes de langage et d'attitude quand on est dans un coworking. C'est intéressant, ça. Les entreprises de plébiscite, quand même, là, dans l'évolution de vos notations, c'est quelque chose qui va progresser encore? Oui, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui laissent la main mise aux collaborateurs pour s'organiser en termes d'horaire et de liberté. lieu de travail. Mais en même temps, ça, effectivement, c'est une réalité. Et à l'autre bout de l'échelle, on a des entreprises qui se disent il ne faut surtout pas qu'on perde le lien social avec nos équipes. Et donc, c'est comment réussir à faire cet équilibre qui n'est pas simple à trouver. Loin et près en même temps. Ouais, moi, je le vois parce que moi, je suis aussi utilisateur pour les équipes France du Top Employers Institute de lieux de coworking. Sauf que toutes les 6 semaines, on réserve un tiers-lieu
qui n'est pas dans nos coworking respectifs. Voilà. Et on se retrouve tous ensemble. Tous ensemble pour une journée de travail. Merci à vous trois, c'était passionnant ce débat et on le creusera Merci. aussi sur l'aspect sociologique. Merci à vous Vincent Binetruy, vous êtes le directeur France de Top Employers Institute. Merci à Rosine Verdier, coach en orientation scolaire pour les 13-25 ans. C'est le bilan de compétences pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Et Non, c'est le bilan d'orientation. D'orientation. Voilà. Enfin, Bilan de compétences, c'est pour les adultes. J'entends bien, mais il y a un petit c'est- côté. il y a un petit côté. On fait une photographie C'est de là ça, où on en est. tout à fait. Et vous êtes une jeune entrepreneuse, utilisatrice du coworking, et elle ne veut pas en changer. Hein, En banlieue, je en précise. banlieue. Parisienne. Et merci à Pierre-Marie Decaux, vous êtes l'un des directeurs, partners. Directeur, vous n'êtes pas partners encore. Ah, vous êtes gentil si vous me, Je vous ai mis- vous me propulsez à cette Je vous ai mis position-là, partners, mais, ça va arriver, ça va arriver. J'espère que Chez- ça sera écouté cette émission. Mais évidemment, C'est une vision. chez SIA Partners, merci à vous trois de nous avoir éclairés. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.